Vous le disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Cette disparition inquiétante de Mélodie Mendes da Silva, une Marseillaise de 34 ans qui est introuvable depuis 2 semaines jour pour jour. Après un dernier message à sa sœur sur Snapchat, cette mère de famille n'a plus donné aucun signe de vie alors qu'aucun élément n'aurait pu justifier une disparition volontaire. La disparition est jugée extrêmement inquiétante par les autorités. Elle est surtout insoutenable pour ses proches. Le mari de Mélodie affiche ses avis de recherche. Son épouse a disparu depuis le 3 novembre. 2 semaines sans nouvelles de l'esthéticienne de 34 ans. Le 3 novembre dernier, Mélodie aurait quitté son domicile vers 17 h. C'est 3 jours plus tard que son mari se rend au commissariat. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Marseille. Merci Pearl d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes le mari de Mélodie. C'est une histoire qu'on suit depuis le 3 novembre. C'est une histoire complètement folle. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Le 3 novembre, elle sort de la maison dans le 4e arrondissement de Marseille. Il est 18h15. 18h15. Ça allait bien? Elle était énervée? Elle était comment quand elle... Par le décès de sa mère. D'accord, c'était quand? C'était le 12 octobre. D'accord. Elle est partie l'enterrer au pays, au Cap-Vert. D'accord. Elle est revenue le 28 octobre. À la maison, quand elle est revenue, donc elle se renfermée en elle. J'ai pas trop voulu la brusquer parce que je sais ce que c'est moi-même. J'ai perdu mon père il y a quelques années. Ouais. Donc, c'est pas une chose facile, perdre un parent. Elle a envoyé un message à sa sœur Sabrina à 18h43, une note vocale sur Snap. C'est ça. C'est quoi? Elle lui disait que si elle voulait la contacter, qu'elle appelait parce que sa sœur est enceinte. Donc du coup, voilà, elle était disponible si elle avait besoin d'elle. Vous étiez où, vous, à ce moment-là? Moi, j'étais au travail. D'accord, donc pour vous, aucune raison de s'inquiéter? Pour moi, aucune raison de m'inquiéter. Alors, sauf que vous n'avez très vite plus de réponse, pas de nouvelles. Ben, je l'ai appelé à 19h15. Ouais. Son téléphone a sonné. Ouais. Je me suis dit qu'elle allait me rappeler. Une demi-heure plus tard, son téléphone avait toujours... il avait plus... Il était éteint, quoi. À quel moment vous avez commencé à vous inquiéter? Ben, dans les alentours de 22h. J'ai contacté sa sœur pour savoir si elle était avec elle. J'ai essayé de voir de mon côté si je pouvais savoir où est-ce qu'elle était. Et le lendemain, encore plus. Et au plus les jours y passaient, au plus je m'inquiétais. Vous essayez de la rappeler plusieurs fois? C'est ça. Toujours pas. Et à un moment, vous avez dit, il y a un problème. Il y a un gros problème. Surtout qu'elle est sortie sans rien. Sans rien? Elle avait seulement les téléphones avec elle. Vous appelez tous les hôpitaux, les commissariats? Les hôpitaux, je me suis déplacé dans les hôpitaux, montré la photo. J'ai essayé de voir pour les commissariats si elle n'était pas en garde à vue. J'ai supposé toutes les choses qu'il pouvait avoir. Et rien. Rien? Aucune nouvelle? Aucune nouvelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, comment vous avez... vous êtes dans quel état? Parce que c'est incroyable, vous vous dites... j'avais ma femme, elle part à 18h40. Elle revient pas, je me retrouve cette nuit tout seul. C'était quoi? Je tournais dans le lit, je me posais plein de questions, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Vous étiez à côté de votre téléphone, vous avez dit peut-être elle va m'appeler un moment. Téléphone en pleine sonnerie. Tous les 30 secondes, quand je me levais, je regardais le téléphone si j'avais pas reçu un appel. Alors, elle disparaît le vendredi, donc le samedi, vous la cherchez partout. Rien. Ouais, dimanche, pareil. Vous appelez la police le lundi? Je vais chez la police le lundi, oui. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit que c'était 48 heures pour déclarer une disparition inquiétante. D'accord. C'est-à-dire que vous avez dit avant, de toute façon, ça servait à rien parce que il vous aurait dit, elle va revenir. C'est ça. Voilà. Donc vous attendez 48 heures. Ces 48 heures, ça devait être une éternité, c'est bon. Vous allez à la police, vous dites quoi? Ben, je leur déclare la disparition, que je leur dis qu'elle est sortie sans rien, sans aucun papier. Ouais. Elle était en claquette, elle était habillée tout en noir. Les policiers vous disent quoi? Ils me disent, écoutez, ben, on va transférer le dossier, parce que je suis parti dans le 10e arrondissement pour faire la déclaration. D'accord. Donc ils ont transféré le dossier sur Noailles. Le lendemain, j'ai été contacté par la police, qui eux ont pu voir que le téléphone avait borné la dernière fois dans le 11e arrondissement à 19h24. D'accord. Mais bon, un bornage, c'est vaste. Ça donne pas un point fixe. Voilà, donc là, 19h24, c'est la dernière fois qu'on a des nouvelles de Mélodie. Il n'y a même pas des nouvelles, c'est voilà, on sait que son téléphone est allumé. Est allumé, exactement. C'est la dernière fois qu'on a un semblant de nouvelles. Vous étiez persuadé qu'elle allait rentrer pour la rentrée scolaire des enfants? C'est ça. Donc c'était le lundi? C'était le lundi, oui. Mais pourquoi à un moment,
Quand vous dites que vous étiez persuadé qu'elle allait rentrer pour la rentrée scolaire des enfants, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit peut-être elle a, comme avec le décès de sa maman quelques semaines plus tôt, tout ça, vous dites peut-être elle a voulu un petit peu faire le vide. C'est vrai d'être un peu seul vers le vide. Ouais. C'est ce que je me suis dit, c'était le meilleur des cas pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, vous attendez, et est-ce que la police a pris tout de suite l'affaire au sérieux? Non. Non? Au début, ils vous ont dit quoi? Ils m'ont rien dit de spécial. Bon, ils m'ont appelé le lendemain, donc je pense que quand même, ils ont un peu pris au sérieux. Ils ont commencé à faire leurs recherches. Après, j'ai vu que les choses ont vraiment bougé, c'était à partir de samedi. Je crois que nous étions sur le 11. 11 jours après? Non, on était le 11, donc ça faisait 8 jours. 8 jours, mais c'est vrai parce que seulement 11 jours après, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le parquet de Marseille. C'est ça. Seulement 11 jours après. Gilles, est-ce que c'est la procédure? Non, le délai est trop long et les premières heures sont fondamentales dans une affaire de disparition. Donc c'est vrai qu'il y a déjà le week-end où la police n'est pas alertée, je comprends tout à fait vos préoccupations. Puis après, il y a plusieurs jours où la police ne tente pas de la rechercher, donc c'est très compliqué. Est-ce que justement, Pearl aurait dû aller voir tout de suite la police, même si c'était avant 48 heures ou pas? Alors l'histoire des 48 heures, on a ça dans la tête, mais en fait on peut y aller avant. Vous auriez pu, je ne vais pas dire que vous auriez dû, hein, je juge absolument pas, vous auriez pu, mais est-ce que la police, à ce moment-là, très vite, aurait dit, mais attendez, sa maman vient de décéder, elle est peut-être pas bien, elle a besoin de s'aérer la tête, je ne sais pas si ça aurait changé fondamentalement. Moi j'ai une question à vous poser, parce que quand elle sort de chez vous, on le voit sur la vidéosurveillance, elle est en tongs, elle n'a pas d'affaires sauf son téléphone. Est-ce qu'il y a un motif à cette sortie? Est-ce qu'elle sort pour voir quelqu'un, voir une amie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... C'est la question que tout le monde se pose. Et vous aussi, et vous n'avez pas de réponse? Aussi, non. D'accord. Elle n'est pas sortie pour une raison que l'on connaît? En tout cas, pas moi. Si quelqu'un le sait, je sais pas. En tout cas, c'est pas moi. Et je pense qu'une personne serait venue me voir depuis le temps. Bien sûr. Enfin, j'espère. Les enquêteurs, ils vous disent quoi, Pearl? Ils me disent plus rien, ils sont sur l'enquête, ils ne peuvent plus me divulguer ne serait-ce même un indice ou même une information. Alors, on va revenir sur les éléments qui intriguent avec Pierre-Henri Bovis notamment et avec Gilles. Donc, comme vous l'avez dit, vous apprenez que le bornage du téléphone, il a été borné pour la dernière fois dans le 11e arrondissement de Marseille à 19h24. Est-ce qu'elle avait quelque chose à faire dans ce 11e arrondissement de Marseille ou pas du tout? Pas que je sache. C'est pas un secteur qu'on fréquente souvent. Nous, on est dans le 4e. C'est pas très très loin, mais c'est pas à côté non plus. Vous n'avez aucun proche qui habite dans le quartier? Elle n'avait pas d'amis là-bas? Il y a son père qui habite là-bas, mais son père était au pays à ce moment-là. D'accord. Donc... Est-ce que vous avez également, comme l'a dit Gilles, pu voir, avoir des nouvelles, des images de vidéos de surveillance de l'immeuble et dessus, est-ce qu'elle a l'air... elle a l'air dans quel état sur les vidéos de surveillance? Elle a l'air hésitante. Hésitante? D'accord. Elle a l'air hésitante. Donc moi, quand j'ai pu récupérer la vidéo, je l'ai vite ramenée à la police, le plus rapidement possible. Et on la voit sur les caméras de vidéosurveillance de la ville? Pas du tout. Est-ce qu'on a pu la retracer? Pas à ma connaissance pour le moment. Pour le moment, il y a cette dernière image, puis comme vous dites, le bornage et l'appel à sa sœur, mais il n'y a pas d'autres traces à ma connaissance. Apparemment, ils sont en train de les utiliser, hein, voilà, les enquêteurs. Ils ont déjà des images de vidéosurveillance, a priori. Je ne suis pas certain que ça ait été enregistré sur Marseille, mais ça permettrait effectivement de suivre son trajet, parce qu'il y a une absence totale. Ça sera important, oui, ça sera important. Très important. Au niveau du travail, elle travaillait, ça allait bien? Oui, ça allait très bien. Très bien. Elle était en train de monter un institut de beauté avec sa sœur? C'est ça. Donc c'était son projet, donc elle était à fond dans son projet? Donc il n'y a pas de... Institut qui est dans ma rue, donc pas besoin d'aller très très loin. Et comme vous l'avez dit, voilà, niveau perso, ça allait un petit peu moins bien. Je l'ai vu que ça l'a vraiment touché la mort de sa mère. Bien sûr, la disparition de ça. Chose normale. Sa maman, elle était comment depuis ce décès? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Qu'elle vous a dit à un moment, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de... Non. Est-ce qu'il y a eu des signes ou pas du tout? Non, la seule chose que je voyais, qu'elle se renfermait beaucoup. Elle n'avait pas envie de sortir, pas envie de parler avec les gens. Elle se renfermait. Vous avez 2 enfants avec Mélodie, ils ont 15 et 9 ans. Vous imaginez bien dans quel état ils sont actuellement. Comment ils ont réagi? Comment vous expliquez ça à vos enfants? J'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Je ne sais même pas quoi leur dire. Et oui, c'est ça. Ils vous disent quoi? Ils vous disent, elle est où maman? Les premiers jours, oui. Ouais. Donc je savais pas trop quoi leur répondre. Vous leur disiez quoi? Elle va revenir? Oui, j'essaie de les rassurer au maximum en leur disant qu'elle va revenir. Bien sûr.
Mais là, le temps passe et de plus en plus, ils doivent se poser des questions. Ils ne m'en parlent même pas eux-mêmes. Là, ils savent, à 9 et 15 ans, ils savent maintenant qu'il y a pour l'instant, on ne sait pas où elle est. Et ils vous disent des choses, ils vous disent, papa, Ils ne m'en parlent pas. C'est vrai. C'est vraiment, ils n'en parlent pas du tout. Non. Ils doivent être dans une tristesse absolue. C'est même, pour vous, ça doit être très très compliqué de gérer ça aussi, j'imagine. C'est eux qui me maintiennent debout. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je vous vois vraiment, c'est normal, très très affecté. Et on se met à votre place, on se dit, je sais pas comment on aurait réagi parce que, comme ça, une disparition du jour au lendemain, aucune nouvelle, les 2 enfants à la maison. Je sais pas comment vous trouvez les mots, comment vous trouvez la force pour. Dans mes enfants. C'est eux qui me permettent de marcher aujourd'hui. C'est eux qui me font avancer et continuer à chercher leur mère. Vous y croyez? J'y crois. Vous continuez les recherches, bien entendu. Est-ce que vos enfants, quand vous dites qu'ils ne en parlent pas, parce que je sais que la plus grande lit tout sur les réseaux sociaux, donc forcément, elle sait que sa maman, on la recherche de partout. Ouais. Est-ce qu'ils ont pu retourner à l'école, etc. ou... Je préfère les préserver. Parce D'accord. que malheureusement, on vit dans un monde où Bien beaucoup sûr. peuvent se moquer de ce genre de situation. Exactement, c'est Moi, extrêmement j'ai reçu compliqué. des appels horribles. Non, vraiment? Quoi, de gens qui faisaient genre... Elle est allongée devant moi, elle est en train de pleurer. Je suis à tel endroit, en numéro masqué, bien sûr. Hein. Quelle bande d'abrutis. Des gens qui m'appelaient pour me dire oui, bonjour, c'est pour commander de la viande hachée. Non, mais vraiment, il y a vraiment des abrutis. Ah, mais Excusez-moi bien de dire sûr. ça. Mais franchement, on est vraiment dans un monde Moi, d'abrutis. je mets mon numéro parce que je suis inquiet par rapport à ma Bien compagne. sûr. Et il y a des mecs qui font des blagues. Mais c'est pas un parmi tant d'autres. Oui, mais bon, même un, c'est inadmissible. Excusez-moi, je l'imagine dans quel état vous êtes actuellement. En plus, j'imagine que dès que vous entendez le téléphone sonner, dès que vous avez un appel d'un numéro que vous ne connaissez pas ou C'est d'un ça. numéro inconnu, vous dites ça, c'est peut-être une bonne Peut-être nouvelle. elle, ou c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc je réponds à tous les appels. Pierre-Henri Bovis, il faut prévenir la police tout de suite dans ce cas-là ou pas? C'est ce que disait Gilles Verdez, c'est que c'est très difficile à juger. Si vous voulez. Et en plus, il ne faut absolument pas faire culpabiliser qui que ce soit là. Et, la peine est immense. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on a une disparition qui est subite, c'est-à-dire qui est inexplicable, que ce soit par le contexte, que ce soit par la manière dont la personne part, sans aucune raison, sans affaire ni rien, on est dans tous les critères qui caractérisent la disparition inquiétante. Mais après, c'est aux forces de l'ordre de la caractériser ainsi, pour après déclencher l'enquête. Généralement, et c'est là où on voit d'ailleurs toute la différence entre la pratique et la théorie, c'est qu'en théorie, normalement, on a une première phase dite administrative, on va éplucher les comptes bancaires, on regarde les lignes téléphoniques. Bon. Et ensuite, après, on commence là les vrais actes d'investigation avec des saisies éventuelles, de la géolocalisation, des perquisitions, même Est-ce qu'aujourd'hui... Mais bon, là, on voit bien que sur la pratique, on est totalement sur un champ différent. Aujourd'hui, comment vous faites pour... vous nous avez dit, c'est les enfants qui vous font tenir, Pearl, mais vous arrivez à trouver le sommeil, vous arrivez à... Pas vraiment. Impossible. Pas vraiment. Après, j'essaie de me reposer parce que... Bien sûr, vous travaillez? Le corps, non. Non. Depuis sa disparition, non. Vraiment? Ah ouais, depuis sa disparition, non? Vous restez avec les enfants, vous êtes à fond focus sur... Je suis plus en train de chercher, de trouver des solutions. Comment vous cherchez en fait? Vous faites comment vous... De la vérité, je tourne dans la ville. Vraiment? Je roule. Ah ouais? Je suis en 2 roues et je parcours toute la ville. Vous avez été forcément dans le 11e arrondissement où elle a été Dans bornée? le 11e, dans tous les quartiers de Marseille. Vous avez interrogé des personnes, des passants avec une photo d'elle, etc. C'est ça. Vous menez votre Après, propre enquête, quoi. Voilà, et après, j'ai beaucoup de monde avec moi Ouais, qui m'aide. heureusement. Donc voilà, je les remercie tous les jours. Et Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver ou pas du tout? non, du tout. Rien, aucune piste. Rien, aucune idée. Zéro piste aujourd'hui? Je serai à l'endroit où j'aurai une piste. Vraiment, là aujourd'hui, vous savez même, vous dites s'il peut... Je roule à l'aveugle. Ouais, c'est ça. Vous êtes inquiet, bien entendu, très inquiet. Plus les jours passent, vous êtes inquiet. Plus les jours passent, vous dites, est-ce qu'elle va revenir un jour? Sébastien Coé, sur Coé, on en a parlé hier, une plainte pour 2. C'est une plainte des plaintes pour quoi qui ont été déposées?
Alors, il y a eu une plainte pour viol qui a été déposée et l'actualité judiciaire d'aujourd'hui, c'est qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire. Une enquête interne. Oui. Alors justement, le communiqué d'énergie, ils ont publié un communiqué de presse. Ils annoncent le retrait provisoire donc de Sébastien. Cette décision temporaire prise d'un commun accord avec Sébastien Coé est guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves à l'encontre de Sébastien Coé, animateur de l'émission C'est Coé, produite par sa société BioWare Productions, qui les conteste publiquement. L'autorité judiciaire étant saisie, il lui appartient à elle seule de conduire les investigations dans le respect des droits des personnes et de la présomption d'innocence. Si aucun fait contraire à la charte éthique du groupe ou attentatoire à la dignité n'avait été signalé, le groupe Énergie a cependant, dès le 17 novembre 2023, ordonné une enquête interne. Cette enquête, toujours en cours, est conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant. Pour moi, il y a quand même deux poids, deux mesures entre... on a vu que M6 soutenait son animateur. C'est un cabinet externe, M6 c'est un cabinet interne. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a des plaignants qui n'ont pas été retenus dans l'enquête interne. Donc M6, ce qu'il faut savoir, c'est qu'M6 a vraiment soutenu son animateur à fond. Et Énergie, Gilles, c'est moins net. Ouais, c'est moins net. Moi, ce que j'aime dans le communiqué, que je trouve bien structuré, c'est le troisième mot, troisième ligne, sérénité. C'est-à-dire que s'il vient à l'antenne, s'il reste à l'antenne, dans une émission comme ça de libre antenne, je trouve que la sérénité, même pour lui, n'est pas garantie. Donc je trouve que c'est une bonne décision. Et ce qui est intéressant aussi, Cyril, c'est que Énergie a déclenché l'enquête dès le 17 novembre. C'est-à-dire qu'ils sont partis avant. C'est-à-dire que Énergie a envie de savoir effectivement ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est intéressant de leur part. Voilà. Alors après, on peut dire, il lâche Sébastien Coé. Mais lui, franchement, moi j'avais échangé hier avec son entourage. Il est combatif. Ça va lui permettre aussi de se consacrer à ce lourd dossier pour se défendre. Voilà. Donc là, il est aventure. On a de nouveaux éléments dans un instant. Juste là-dessus, Myriam Palomba, les éléments. Les éléments. Les éléments, c'est que vous en avez dit une bonne partie. C'est que donc il y a cette enquête préliminaire qui vient d'être déclenchée par le parquet de Bourg-en-Bresse, qui va donc suivre. Il y a des investigations qui vont suivre sous la responsabilité du procureur de la République. Évidemment, la plaignante va être à nouveau entendue. Coé va également être entendu. On va revenir sur cette affaire et sur les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Myriam et Gilles, donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres, et on va revenir sur le témoignage de cette jeune fille, qui a témoigné hier sur BFM TV à vie. Elle était, on la voyait pas, on va voir ça dans un instant, sur les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Myriam et Gilles. Oui, il y a eu énormément de messages depuis le 13 octobre, où l'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'abord la plaignante, mais même tout un tas de jeunes femmes. Une certaine Mathilde qui a parlé longuement sur les réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres. Et tous ces témoignages vont être évidemment apporté à la plainte, et que se dit même que d'autres plaintes pourraient être déposées par la suite, alors pas forcément par des jeunes filles mineures, mais que des plaintes devraient suivre en plus de celles qui ont déjà été déposées. Sur les échanges avec cette jeune fille... Non, il y a une chose qui pose question sur les échanges sans juger... Alors justement, on les a, les échanges, ils ont été révélés partout. Oui. Après, on ne sait pas s'il y a des trucs qui ont été effacés, pas effacés. En fait, ce qui pose question, c'est les horaires. C'est-à-dire que Coé parlerait tout seul pendant 2-3 heures et se répondrait à lui-même. C'est effacé. Alors attendez, on va voir avec laquelle sont envoyés ces messages, c'est WhatsApp, et on sait qu'on peut supprimer des messages. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression, regardez, entre 18h25 et 22h, que Coé parle seul. Ça peut poser question sur l'éventualité que certains messages auraient été supprimés dans cette conversation. Raymond, toi qui as travaillé en plus avec... Oui, moi je pense que, comme Guillaume, je pense qu'il a dedans, il y a des messages qui ont été effacés. Alors j'espère qu'il a tous les messages, j'espère qu'il va dire comme il a dit, qu'il va prouver qu'il est innocent dans cette histoire et que c'est une entreprise de déstabilisation. Parce que ça me paraît quand même curieux. Mais s'il a fait des choses mal, il faudra qu'il soit puni. Mais moi, je suis comme Guillaume, je dis que là, il manque quand même beaucoup. Je vois pas. Moi, je le connais, Coé. C'est un ami. Je le connais. Je le vois pas parler de 19h30 à 22h, tout seul comme ça, à bombarder. Si ça répond pas, ça répond pas. Ça me paraît bizarre. Et sur des extraits que j'ai vus sur BFM, j'ai aussi d'autres extraits sur YouTube où elle dit le contraire. Alors justement, vous allez nous en parler. Parce que vous allez nous en parler, on va revoir les extraits, vous allez nous dire, Raymond, ce qui vous dérange, que hier, elle était pour la première fois à la télé, la plaignante. Elle a raconté comment aurait eu lieu le premier contact avec Coé qu'elle dénonce. Regardez. Oui. Je suis monté dans sa chambre et il me dit écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres, absolument presque ici quoi. Il a absolument tout sorti
Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Donc moi, à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté. Et ma sœur, elle a continué à m'appeler. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce qu'il a arrêté et il m'a dit, écoute, ta sœur, elle va finir par monter, on descend. Alors on va voir d'autres extraits dans un instant. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie offensive de la part de la plaignante médiatique. C'est-à-dire qu'elle est d'abord sur les réseaux, elle estime qu'elle n'est pas entendue, ensuite elle porte plainte et là elle apparaît. Et de l'avis de l'entourage de Sébastien Coé, ça va alimenter le fait que pour eux, ce soit une entreprise de déstabilisation parce que ça va très vite. Mais attention, il faut respecter la parole de la plaignante et nous ne pouvons pas prendre parti du tout. Hein, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, la plaignante, elle est apaisée. Hein. Le fait d'avoir parlé et d'avoir dit ce qu'elle avait à dire, c'était quelque chose qu'elle gardait en elle depuis pas mal d'années. Elle se sent beaucoup mieux, d'autant plus qu'il y a d'autres témoignages qui viennent corroborer son expérience. Absolument. Alors, et Cyril, oui. Il y a un autre élément qui est pointé par ceux qui défendent Coé, c'est que cette plaignante était donc une fan de Coé et de ses émissions et qu'elle aurait, encore une fois ça justifie rien du tout, mais qu'elle aurait continué à poster des photos avec lui en compagnie de Coé sur sa photo de profil avec lui. Donc ceux qui défendent Coé disent mais regardez, elle était toujours en bon terme avec lui puisqu'elle l'affichait sur sa photo de profil. Mais ça veut dire après les faits présumés. Mais l'emprise, tu sais, ça existe. Ah non, mais évidemment, bien sûr. Alors, elle explique que depuis, sa vie est un calvaire. Elle a d'ailleurs elle a dit plusieurs tentatives de suicide. Regardez. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. Ma sœur, elle portait ses accusations depuis les faits. Et je l'ai fait passer pour une menteuse et j'ai détruit ma famille. Ou je dirais plus qu'il a détruit ma famille. J'ai conscience de la présomption d'innocence. J'ai conscience que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je veux juste être libéré de ce poids d'avoir presque détruit ma famille, d'avoir presque détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc c'était il y a 1 an, il y a 10 ans. Et je me dis que pendant tout ce temps, je me suis détruite et je me suis empêchée de vivre réellement ma vie. C'est horrible. C'est terrible. Oui. Bon, le témoignage est évidemment très fort, on ne va pas le minimiser. Après, une des interrogations de l'entourage de Sébastien Coé, c'est sur l'âge. Alors, c'est ça. Alors, Myriam et Myriam. Alors sur l'âge, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, quand elle a connu Coé, elle avait 15 ans. C'était donc pendant ce fameux rendez-vous à Disneyland. Et quand elle a été à Genève, elle avait visiblement 16 ans puisqu'elle est née en septembre. Et que du coup, voilà, il y a des espèces d'incohérences dans son témoignage où un coup, elle dit qu'elle avait 15 ans, un coup, elle dit qu'elle avait 16 ans. Et c'est quand même assez important, notamment pour la peine encourue à ce moment-là pour viol. Oui. C'est très important même parce que, bien évidemment, l'enquête va déterminer la cohérence ou l'incohérence des témoignages. Et s'il y a des incohérences sur l'âge, effectivement, ça peut après fragiliser exactement un témoignage. D'autant que, on le disait, ensuite, il y a permanence de, si je puis dire, la relation ou en tout cas la publication de photos. Le fait que cet été, la plaignante souhaitait, d'après l'entourage de Sébastien Coé, le rejoindre. Donc, est-ce qu'il y a une obsession pour lui ? C'est ce que, en tout cas, va plaider l'entourage de Sébastien Coé. Que cette jeune femme, en fait, n'a cessé de vouloir être proche de lui. Voilà. Elle dit qu'elle a dû être hospitalisée et sous traitement antidépresseur depuis plusieurs années. Regardez. Sur l'âge, pardon. Depuis tout ça, je suis suivi déjà par un psychiatre, une psychologue, et qui m'aide énormément. J'ai été hospitalisé à plusieurs reprises. Je suis sous traitement, sous antidépresseurs, sous traitement pour dormir la nuit. C'est des cauchemars que je fais et que je continue à faire à l'heure actuelle. Donc maintenant, j'attends juste de pouvoir m'en sortir pour pouvoir prendre ces traitements. Parce qu'avec ces traitements, en fait, on ne sent plus rien, on ne fait plus rien. Et on se sent complètement vide. Alors je me dis que justement c'est peut-être la seule chose aussi qui m'a poussé à porter la plainte parce que j'avais peur. Et pendant ce temps-là, j'ai réussi à pouvoir faire les choses. Raymond, vous disiez... C'est poignant comme témoignage parce que là, la nana, là, moi je la crois à 200%. Sauf que moi, j'ai eu des textos, j'ai eu des messages, j'ai eu des dates qui collent pas du tout, notamment où elle a 18 ans quand elle est sur une émission sur Fun Radio. Quand je vois ça, je me dis, c'est poignant, c'est fort ce qui est arrivé à cette nana. Mais d'un autre côté, quand je reçois les textos et les preuves qu'on me dit, regarde, c'est une mytho,
j'ai pas l'impression que c'est la même personne. J'ai pas l'impression qu'on parle de la même personne. Vous parliez à l'instant de trucs sur Facebook, de posts sur Facebook et de témoignages. Vous dites, pour vous, il y a des dates qui collent pas, où elle passe dans une émission de radio sur Fun Radio chez Anso et Marion, où elle dit qu'elle a 18 ans. Donc ça colle pas du tout avec les dates qu'on me dit là. Mais quand je vois ça, je vois le témoignage, je me dis, il s'est passé un truc. Et en même temps, j'ai du mal par rapport à ce qu'on me dit. Alors, ils réservent leur défense à la police et j'espère que ça va aller très vite. Alors justement, on va avoir des infos dans un instant avec Gilles de ce qui se passe actuellement. Non, je voulais juste préciser que sur l'âge, le parquet a ouvert une information judiciaire, une enquête préliminaire, pardon. Oui. Pour viol sur enfants de plus de 15 ans. Mineurs de plus de 15 ans. Donc ça veut dire qu'eux, ils retiennent un âge au-delà de 15 ans, entre 15 et 18 ans. Il y a deux plaintes, une pour mineurs de plus de 15 ans et pour viol. Sur le fait qu'elle avait peut-être moins de 16 ans ou 15 ans. Après, j'ai envie de te dire, même là, je m'en fous, c'est le viol. Je veux même pas qu'il y ait viol, en fait. Là, je m'en fous qu'elle ait 17 ans ou qu'elle ait 20 ans. C'est le viol, c'est l'appellation viol. Non, mais j'espère que ça va vite sortir. Ce que je veux dire, c'est que c'est recevable, donc on le saura vite. Je le vois pas violer, en fait. Donc là, à la limite, je m'en fous, c'est le viol, moi, qui m'intéresse. J'ai eu l'un des bookers de ce fameux épisode à Genève qui m'a effectivement confirmé la présence de cette jeune femme et qui m'a quand même aussi confirmé le fait que Coé l'avait fait monter dans sa chambre d'hôtel. Après, il n'a pas pu me décrire ce qui s'était passé dans la chambre d'hôtel puisqu'il n'y était pas, mais en tout cas, il m'a confirmé cet événement. Alors, elle raconte qu'elle veut juste qu'il paye pour ce qu'il a fait, ce qu'elle a dit dans le témoignage hier. Oui, et d'ailleurs... On va regarder. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe qui fait quoi, je veux juste être reconnu en tant que tel. Et que lui, il paye pour ce qu'il a fait et qu'il arrête d'en faire d'autres de victimes. C'est tout ce que je demande. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur... l'enquête préliminaire, parce que c'est très intéressant, Cyril. Il faut peut-être juste rappeler ce qu'est une enquête préliminaire. Une enquête préliminaire, ça veut dire qu'on va enquêter pour voir s'il y a ou non une infraction. On en est au stade où tout le monde va être entendu pour déterminer s'il y a des indices qui établissent l'existence d'une infraction pénale. Et effectivement, cette enquête, elle est ouverte pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol, parce que la plainte porte donc sur 2 viols. Le viol au moment, à Genève, donc au moment où cette jeune femme était mineure, et un viol en 2022. Donc voilà, il y a beaucoup d'écart entre les deux. Il y a 10 ans d'écart entre les deux viols. 8 ans. Oui, un peu moins. Mais voilà, ça c'est intéressant. Il y a 2 viols. Et c'est ouvert à Bourg-en-Bresse parce que la jeune femme a porté plainte dans l'Ain où elle réside. Voilà, au niveau judiciaire où on en est. C'est le début de l'action judiciaire. Et puis après, il va y avoir aussi des expertises psychologiques de la jeune femme. Coé va être entendu, il va pouvoir aussi apporter ses preuves. Enfin, il y a plein de choses qui vont être déterminantes pendant l'enquête. Et ils pourront éventuellement être confrontés aussi. Et effectivement, il y aura certainement une confrontation. Alors, justement, la défense, elle en est où, Gilles? La défense de Sébastien Coé, c'est de dire que c'est une machination, c'est de dire que c'est une déstabilisation, c'est de dire globalement, et disent-ils, nous le prouverons, qu'il n'y a rien. Alors effectivement, là où on ne peut pas répondre, et Raymond les évoquait, c'est sur le contenu, la réalité, l'existence de ces SMS. Moi, j'ai pas l'info et ça, l'entourage de Sébastien Coé et lui-même le réserve pour la police, pour les enquêteurs. Mais sur le fond, ils disent qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que Sébastien Coé ne dévie pas de sa ligne, qui est de dire il n'y a pas eu de viol et je le prouverai. Voilà. Donc on a 2 versions qui sont extrêmement contradictoires. C'est souvent le cas dans ce type d'affaires et ce sera à la police de démêler le vrai du faux, bien entendu. Mais quel serait le but de déstabiliser qu'une jeune femme comme ça, de 22 ans, enfin, ce serait quoi son but en fait? Ça que je comprends pas. Ce que dit l'entourage de Sébastien Coé, c'est que c'est une tentative globale de déstabilisation de lui qui sort en ce moment, etc. Voilà, moi je ne fais que relater ce qu'eux estiment. Poupette Kenza nie tout lien avec l'agression. Mais il y a un contentieux entre Aquabeb et Poupette Kenza, puisque Aquabeb, depuis quelque temps, avait dénoncé les pratiques commerciales de Poupette Kenza, notamment le fait qu'elle continue des placements de produits alors qu'elle était avec son enfant à l'hôpital. On est d'accord là-dessus. Donc Aquabeb avait dénoncé ça, et si mes informations sont bonnes, vous aviez même agi
de telle manière qu'un partenariat soit rompu entre Poupette Kenza et une firme. C'est ça. Donc elle a perdu un partenariat. Je vous incrimine pas du tout, hein, mais elle a perdu un partenariat. Et donc c'est vrai qu'il y a une rancœur. Mais pour le moment, comme dit Maître, il n'y a pas de lien établi entre cette rancœur, ce contentieux et l'agression. Il faut noter que les policiers ont pris très au sérieux l'agression et effectivement, ils ont plusieurs pistes et ils sont décidés à aller au bout de toutes les pistes, avec notamment la vidéosurveillance et tous les messages préliminaires qui ont abouti à ce que son adresse soit dévoilée. Oui. Non, moi je suis vraiment évidemment désolé de te voir dans cet état-là, et il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. J'ai juste une question à te poser sans aucune animosité. Est-ce que ça te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0 ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menacent à plusieurs reprises. Est-ce que ça te fait peur pour la suite ? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois ? Alors, il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe. C'est-à-dire que moi, on peut tout me faire, c'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet, mais quand il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire public, closer ou n'importe, ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Anizi Touni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer, me frapper. Non, je comprends pas. Et non, j'arrêterai pas mon métier pour ça. Mais... Oui. Au même titre que Guillaume, pareil, je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé et je ne le remets pas du tout en cause, etc. Mais juste, j'ai bien compris du coup que tu n'arrêteras pas de faire ce que tu fais comme travail. Et c'est pas du tout méchant ce que je veux te dire, mais est-ce que ça te fait pas prendre conscience, là, le cyberharcèlement que tu dis recevoir, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement. Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non, excuse-moi ma chérie, mais à partir du moment... La vérité, c'est que tu as déjà dénoncé des faits me concernant qui étaient faux, et du coup tu n'avais pas vérifié. Mais ça, c'est ta version des faits. Après, ça reste ta version des faits. Puisque moi, non, mais là, après, on parle de Poupette Kenza, on parle de l'affaire. C'est pour ça que je parle pas de moi. Tu me parles de ton affaire. Non, pas du tout. Je parle pas de moi. Je veux juste te dire que je sais de sources. Comme ça, ça m'intéresse pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais juste de sources. Je peux terminer. Je sais de sources sûres que des fois, tu dénonces des faits sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Et c'est ce qui fait de toi, selon moi, un journaliste qui n'est pas forcément très très bon. Mais ça, excusez-moi madame, je me permets parce que je suis son avocat, je comprends ce que vous dites concernant... Moi je veux savoir si ça lui fait honnêtement, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je comprends que vous ayez eu un contentieux personnel, c'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Parce que à partir du moment, et je vous fais pas le reproche, où vous dites oui, il s'est passé ça, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas une espèce de remise en question ? Un, c'est pas le moment. Deux, je crois pas que ce soit le lieu. Et trois, très sincèrement, après ce qui s'est passé, c'est pas la question. Après ce qui s'est passé, c'est pas le moment. Non, mais je comprends. Et vraiment, je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé. J'en suis vraiment navrée. Je dis juste qu'effectivement, il y a beaucoup de cyberharcèlement. Il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques à la suite de choses qui ont été dites. Et juste, est-ce que ça te fait ouvrir les yeux ? C'est la seule chose que je pose comme question et je pense que ce soit... Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je sors des articles de presse. Je ne suis pas responsable du cyberharcèlement qui est engendré ensuite à la diffusion de mes articles. Je ne suis pas responsable. Je sors une information comme n'importe quelle presse sortirait une information, tout simplement. Et je rajoute qu'à ce stade, il n'y a pas de procédure. Vous dites, non, mais t'as quand même... Il faut dire la réalité, on s'était parlé au téléphone à l'époque, c'est vrai, tu en es conscient, je pense, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Écoutez-moi, monsieur Janton, qu'on n'accepte pas ce qu'il fait. Je suis son avocat. Scandale existe. Non, mais je suis son avocat, je ne suis pas son premier fan. Je trouve qu'il fait des choses parfois bien, parfois des choses moins bien. Là n'est pas la question. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vous le réinviterez plus tard quand il y aura des problèmes sur ce qu'il pourrait sortir ou pas. Je dis que dire que ce qui lui est arrivé peut avoir une certaine forme d'influence sur ce qu'est son métier, je vous dis attention. Je vous dis attention, parce que ce n'est pas parce qu'il dévoile parfois des informations... C'est une conséquence réelle qui est regrettable, évidemment, mais c'est une conséquence. Non, ce n'est pas une conséquence. Je pense que ce n'est pas une conséquence. Gilles Verdez. Oui, mais j'ai une question je voudrais revenir sur l'affaire et la violence, parce que les agresseurs étaient 3, c'était prémédité, ils avaient donc une arme de poing et un cutter. Est-ce que ils ont été mis en fuite parce que Aquababe a eu la présence d'esprit d'appeler son ami. Et j'ai vu que vous songiez à élargir l'enquête à tentative de meurtre. Donc ma question elle est-ce qu'ils étaient venus pour tuer Aquababe ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas dans leur fort intérieur. Pour l'instant, l'enquête, elle est ouverte pour des violences volontaires avec 3 circonstances aggravantes. Oui. C'est un délit qui est extrêmement grave, qui est prévu par l'article 222-13 du Code pénal et qui est
punissable de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Maintenant, l'enquête, et on remercie les policiers parce qu'effectivement, ils font un gros travail sur ce dossier. Il est maintenant sous protection, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger. On verra dans l'enquête si effectivement, et j'espère qu'on retrouve les auteurs qui sont encore en fuite, il y avait une intention de donner la mort. On verra. Pour l'instant, c'est ouvert pour violence aggravée par 3 circonstances. Moi, si je puis me permettre, Oui, je peux poser une... Oui, c'est quoi votre truc? Non, parce que là aujourd'hui, on n'est pas là pour faire son procès. Ah oui. Je vous le dis, là, on est là pour parler de l'agression. Il reviendra une autre fois, on verra. Voilà, mais là, c'est vrai. Là, les gars, vous croyez où? Vous croyez où? Non, mais non, c'est pas un procès, Cyril. Je pense que non, mais rien ne justifie qu'il se soit fait agresser. Exactement, c'est ça. Non, mais les mecs, rien ne justifie qu'il se soit fait agresser. Donc arrêtez avec vos. Voilà, on en reparlera peut-être une prochaine fois, comme a dit. Bien sûr, c'est un jeune homme de 25 ans qui s'est quand même fait braquer avec une arme de poing et qui s'est fait. Là, il a la casquette et voyez le traumatisme. Non, mais entre elle il s'est fait braquer et on lui a cassé la tête. Il y a des ITT qui ont été prononcés. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non, mais les mecs, vous ne pouvez pas lui dire ça. Je vous dis, vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui. Que vous le disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas le procès de. D'accord, là, mais les mecs, c'est pas parce qu'il a sorti 2 trucs sur vous. Non, mais c'est pas parce qu'il a sorti. Non, tu peux pas dire ça, ni Guillaume, ni elle. De la merde, en fait. Bien sûr. Exactement. Alors, je suis désolé pour lui, c'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Et moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, voilà, avant, quand j'étais dans une autre relation en couple et que j'avais été infidèle. Voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Il voulait sortir des trucs à mon encontre. Je lui ai dit, vas-y, fais-le, mais c'est pas bien. Et il le sait. Voilà. C'est dommage de jouer sur ces trucs-là parce qu'on a tous des dossiers, on a tous des choses à se reprocher. Et avoir ça qu'en fonds de commerce, malheureusement, il y a des gens qui vont mal réagir et qui vont commettre des agressions, ce qui est encore une fois extrêmement regrettable. C'est pas le débat, c'est pas le sujet ce soir. Là, Guillaume, là, tu confonds tout. Là, tu confonds tout, là, Guillaume. Là, c'est pas le sujet ce soir. Guillaume, rien ne justifie que 3 hommes fassent irruption chez toi avec un pistolet et te donnent des coups et te braquent. Je suis désolé pour lui. Encore une fois, c'est un mec qui a du talent et que je respecte. Tu as l'air de dire, si tu fais vraiment de la merde et beaucoup de merde, à un moment donné, tu récoltes ce que tu as semé et donc tu te fais agresser chez toi et donc tu peux même mourir. Que c'est bien. C'est 2 sujets différents. Mais exactement, c'est 2 sujets différents. C'est très bien. Je voulais dire Ou c'est pas bien. Non, c'est 2 sujets différents. C'est le sujet. Pas 2 sujets différents. C'est 2 sujets différents. Non. Si au départ il y a des fake news où il y a une haine qui part d'un côté, rien ne justifie ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment, moi je ne le connaissais pas. Je suis vraiment très désolé, mais je pense que ça fait partie du débat quand même. Mais si je peux vous répondre là-dessus, c'est Monsieur Cardoz. Je me permets, en répondant comme ça, vous êtes déjà les services de police qui disent c'est parce qu'il est Aquababe qui s'est fait agresser, c'est parce qu'il y a eu des fake news qu'il se fait agresser. Vous ne savez pas, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, monsieur Danton. Merci les chéris, il est 20h15. Toutatis, merci d'être là. On va revenir sur votre vidéo, vous allez répondre parce que tout le monde se demande, voilà, tout le monde a donné son avis ici. Voilà, donc vous avez donné le sein à votre neveu, puisque c'est le fils de votre sœur. Nièce, exactement. Votre nièce, voilà, et donc ça a fait un buzz incroyable. Voilà. Donc qui est choqué? Ce qu'on vous a demandé, choqué, pas choqué. On vous demande également chez vous à 20h41, on est en direct. Diane. Moi, je suis un peu choquée, mais en fait, dans l'absolu, ça ne m'aurait pas dérangé s'il y avait eu un message avec. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous aviez dit dedans que c'était justement parce que vous voulez allaiter, être la mère d'allaitement, etc., pourquoi pas, c'est un vrai message et ça peut être intéressant justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Là, juste comme ça, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un appel au buzz, parce qu'on se doute qu'il n'y a pas de lait là tout de suite, ça n'a pas été travaillé avant. Si vous dites en plus que le bébé, il est mort, il est né il n'y a pas longtemps, je suis un peu surprise du snap juste pris comme ça, parce qu'il est vraiment été posté comme ça, moi, ça me surprend. C'est symbolique. Mais symbolique, mais sans message. Moi et ma sœur, la mère de l'enfant d'ailleurs. Oui, mais sans message. C'est que là, par exemple, juste montrer ça, il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment, moi j'aurais voulu. Dans la story, justement, j'avais fait une story, j'ai pas fait que ce snap. J'avais fait toute une story et j'ai fait au moins 50 snaps. Puis j'ai fait cette vidéo de 3 secondes. Je pensais pas qu'elle allait faire autant de buzz, mais pour moi, c'était pas un truc de malade de faire ça. Alors, vous allez répondre dans un instant à tout le monde aussi, tout à titre. Gilles, vous avez changé d'avis, vous? Oui, j'ai entendu Géraldine et c'est inacceptable pour moi d'être de son côté. Donc voilà, bravo Toutatis. Alors, Raymond, toi, t'es choqué, toi? Moi, je suis choqué parce que c'est faire du buzz avec le petit, ça sert à rien. Sa sœur, elle peut allaiter. Si sa sœur, elle pouvait pas allaiter, mais sa sœur, elle peut allaiter. Là, c'est juste pour se montrer sur Instagram, pour faire bien. Elle est jeune. Moi, je suis pas dans le délire des influenceurs ni des influenceuses. Je trouve ça dommage. Il y a même pas de lait. Il y aura du lait encore. Mais le lait peut venir.
C'est magnifique, il n'y a même pas de lait. C'est du lait. Pour avoir du lait, il faut commencer. C'est comme les mecs, on les vidéos de boîte qui disent c'est réservé aux habitués. Il faut pas être habitué, il faut que tu Ma soeur, elle m'autorise à aller faire qu'elle est la mère de l'enfant. Ta soeur, elle a du lait, elle fera du lait. T'as rien à foutre là-dedans. Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous. Laisse la maternité. Mais laisse la maternité. Laisse tomber la maternité en France. T'occupe pas de ça. Alors, il est là, le petit, il s'acharne, il est là, tété, il n'y a rien qui sort, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, le petit, il va grandir tranquillement. Laissez-le en dehors de vos conneries, là. En plus, il y a un truc obscène, c'est-à-dire que d'abord, moi, je trouve qu'un nouveau-né, c'est pas un gadget. C'est un jouet. Mais en quoi, c'est sextoy carrément. Mais ouais, non, en fait, il y a un côté, le nouveau-né, en fait, tu l'utilises. Enfin, je l'utilise en quoi? Vous l'utilisez pour le mettre sur votre nichon, qui est par ailleurs sur des filles. J'utilise ça. Et en plus, vous sexualisez l'allaitement. En quoi? J'ai écrit, oh, j'aime trop ça, j'ai écrit quoi? Il n'y a rien. Mais c'est pas ton enfant. Arrêtez. Il n'y a que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire qui sont assez nigauds pour tomber dans le panneau. Mais en quoi? Explique-moi. Nigo, ça va. Mais et pardon, mais vous banalisez le fait de donner le sein quand on est la sœur de quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est où la limite? Après, c'est la mère, la tante, la grand-mère. C'est pas. C'est pas les sept familles, c'est la maternité. Ça se fait, je te jure. C'est pas quand la mère peut depuis des décennies, c'est pas nouveau. Alors attendez, pas tous en même temps. On a le même sang, elle m'autorise à le faire pour sa fille qui vient de naître. Elle me dit oui, la fille. Elle me dit oui, toute la famille est là, je fais mon petit step de 3 secondes, mais je cherche le buzz. Oui, fais-le, il n'y a pas de lait, mais fais-le. Laisse-le téter dans le vide. Mais il faut bien commencer pour avoir du lait. Arrêtez. Mais c'est vrai, c'est pas sa maman, elle va pas venir tous les jours pour le faire. Pourquoi c'est pas sa maman? Vous y allez demain, je crois. On peut pas. Alors, vous y allez demain. Elle y va de oui. Non mais l'allaitement en tant que tel, c'est beau comme image. On l'a désacralisé, on a arrêté justement d'avoir ce tabou-là. Le problème, c'est que justement en faisant ça, moi je vois pas en quoi sur la vidéo j'ai sexualisé quelque chose. Moi je pas dit qu'elle est sexualisée, mais moi je dis simplement que là pour le coup, il n'y a pas de message. C'est vraiment juste montrer pour montrer. L'allaitement quand t'es mère et que tu veux montrer ça, c'est beau. Maintenant il n'y a plus de tabou, on est fiers de dire qu'on peut le faire de manière publique. Mais là, étant donné que c'est pas ton enfant, que tu ne peux pas donner de lait, je vois pas le message. Vous allez l'allaiter ou pas finalement alors? Qu'est-ce qu'elle a décidé? Oui, je vais l'allaiter. Vous allez l'allaiter? Oui, et ma soeur elle aujourd'hui, vous êtes passé à l'hôpital pour qu'il vous suce le sang. Oui, madame. Oui, madame. Mais on peut pas. Et donc, vous avez des montées de lait là déjà ou pas? Non, pas encore. Elle va y aller, elle y va demain, apparemment. Vous y allez quand? Ça vient avec le temps. Je ne sais pas quand je vais y aller. Vous croyez tout à ce qu'on nous dit là. Donc en fait. Oui, bien sûr. Mais tu viens de dire c'est intime. C'est comme donner le sein, c'est intime. C'est des questions qu'elle pose, c'est intime. Tu viens de dire c'est intime. Ça, c'est beau. Quelqu'un qui donne le sein. Tout à Donc ça veut dire que les femmes qui allaitent, elles peuvent pas se snapper? Mais c'est intime, ça passe bien. Moi je trouve ça intime. Non, mais il y en a ça. Si vous deviez répondre à tout le monde, vous diriez quoi, Toutatis? Comment? Si vous deviez répondre à tout le monde, vous diriez quoi? Déjà, j'aimerais qu'on appelle ma sœur, parce que ma sœur, qui est la mère de l'enfant, elle aimerait parler. D'accord. Vu que c'est son enfant qui est concerné. Bien sûr. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce qu'on est en train d'appeler votre sœur, elle va intervenir. Ah, ok, d'accord. J'aimerais dire que j'ai eu l'accord de ma sœur, qu'il y en a chez certaines personnes, c'est culturel, que c'est symbolique, que la sœur ou que la mère de la personne qui vient d'accoucher donne le sein à l'enfant qui vient de naître. C'est pas du tout sexuel, c'est pas du tout pervers, je cherchais pas le buzz. J'ai fait 70 000 snaps le jour même où ma nièce est née, mais c'est ça qu'on a retenu. Elle s'appelle comment votre sœur Cupidon? Léana. Léana. Je crois que... Non mais il y a sa sœur. Oui, bonsoir. Elle dit quoi? Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va bien? Oui, ça va et vous? Alors, dites-nous ce que vous vouliez dire. Félicitations déjà. Félicitations déjà. Félicitations déjà. Hein. Oui, félicitations pour moi. Franchement, bravo, hein. Bravo. Alors, allô? Oui. Oui, j'ai accouché il y a moins de 48 heures et mon enfant est déjà dans une sauce Twitter. Je comprends pas trop. En sachant que j'ai autorisé ma sœur à allaiter mon enfant, donc je vois pas en quoi c'est un problème. C'est mon enfant. D'accord, donc vous lui avez donné l'autorisation, donc vous voyez pas le problème en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc. Elle dit, je comprends pas que mon enfant il soit déjà dans une sauce sur Twitter. Sa c'est sœur, elle est à fond dans les réseaux sociaux. Elle a des millions d'abonnés. Mais j'ai pas mis l'enfant dans la sauce, moi. Pardon? Vous dites que vous comprenez pas que votre enfant il soit déjà dans la sauce sur Twitter en moins de 48 heures. Mais votre sœur, elle est connue, c'est une influenceuse. Pourquoi vous la laissez vous filmer votre bébé? Mais alors, attendez. Vous êtes obligé de comprendre qu'il est dans la sauce. Écoutez, je ne vois pas en quoi l'allaitement, c'est quelque chose qui doit sexualiser, en fait. Moi, j'ai rien sexualisé. Moi, j'ai pas sexualisé. Je réponds juste à votre question. Vous dites que mon enfant est déjà dans la sauce. C'est normal qu'avec votre sœur, il va être dans la sauce. Écoutez,
vous sexualisez ça parce que c'est... Non, j'ai rien sexualisé, moi. Je sexualise pas un enfant avec le sein d'une dame qui lui donne le lait. Mais il y a des gens qui sexualisent ça. Non, moi je sexualise rien du tout. C'est pas ça pour moi. Je fais ça pour les vues parce que c'est mes seins. Non, Géraldine a parlé de sextoy. Moi, j'ai parlé. Ah, c'est ici. Alors, j'ai dit moi. Le vieux con a entendu. Oui, c'est moi. Jean-Michel, quand vous entendez ça, vous dites quoi? Ah non, mais moi, je trouve ça incroyable. Puis, Diane, excuse-moi, tu dis, c'est quoi le message? Quand tu fais Miss Univers, c'est quoi le message aux extraterrestres? Je suis célibataire, c'est quoi? Il n'y a pas de message. Tu vois, si tu fais quelque chose, il y a autre chose. Non, là, tu confonds tout. Non, mais encore une fois, l'allaitement, moi, ça me choque pas. Je trouve ça beau. Il faut le montrer. Il faut justement rendre la pas sexuelle, etc. C'est le fait que tu le postes sans rien. Là, c'est juste posté comme ça, donc on comprend pas. Mais je poste plein de snaps comme ça, je n'ai pas la nourriture des fois. Bah, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Mais là, tu comprends bien que là, il y a une naissance qui vient d'arriver, etc. Les gens, ils sont demandés si c'est ton bébé. Moi, personne, je vois ça, celui-là qui a choqué les gens. J'en ai fait plein d'autres. J'ai pas eu que ça. J'ai écrit des longs textes, même. Jacques, qu'est-ce que vous diriez à Toutatis? Ça vous choque? Non, en fait, moi, je trouve... ça m'aurait pas dérangé si vous ne l'aviez pas publié. Et je trouve ça obscène de le publier. Elle n'aurait pas été là. On n'aurait pas fait le sujet. Qu'est-ce que t'es con, mon Jacques. Non, parce qu'en fait, on est dans une immense hypocrisie depuis tout à l'heure. La réalité, c'est que ça vous choque uniquement parce que c'est diffusé. Donc je suis pas con, mon cher Verdez, parce que ça, en soi, ça me choque pas du tout, puisque ma première réaction a été de dire, mais moi, en fait, je m'en fiche, parce que il y a 150 ans, il y avait des orphelinats, il y avait des nourrices qui le faisaient, et c'était pas, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Michel, c'était la cousine, c'était des membres de la famille. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, je sais pas s'il faut avoir un enfant pour pouvoir le faire. Sauf que Jacques, en disant que tu préfères que ça soit pas diffusé, tu participes au fait que les gens disent c'est tabou, faut pas... Oui, vous nous appelez d'où? On a une auditrice. Bon, tu nous appelles pour le jeu des 1000 euros? Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Merci. Mon enfant, c'est pas un jouet. Ok, vous voulez raccrocher, vous avez autre chose à foutre et je comprends tout à fait. Merci en tout cas. Non, merci. En gros, tout ce que je vais dire, c'est que mon enfant, c'est pas un jouet et qu'il n'y a pas besoin de faire tout un drama. Putain, c'est contradictoire de ouf. Allô? Oui, on est toujours là. C'est contradictoire de ouf. Pas besoin de faire un drama pour un python. Ok. Bon, vous avez fait un tuto. Merci, non mais c'est bon, on va parler à Toutatis. Un téton, d'accord. T'avais compris un film, c'est moi. Merci, je vois un tuto. Merci d'être là, merci. Toutatis. On va laisser Toutatis terminer et clôturer ce débat. Combien important. Bah oui, mais c'est vrai, c'est important. Oui, c'est important. Oui, Toutatis. S'en fout en vrai. Oui, Toutatis. Tant que j'ai l'accord de la mère, c'est OK. Donner le sein, c'est pas sexuel, c'est pas pervers, c'est pas pour les vues, c'est pas pour mime, c'est pas un sextoy. Bien sûr. Il n'y a rien de bizarre. C'est familial, c'est symbolique, c'est culturel chez nous et c'est tout. C'est tout. C'est vrai que c'est très ménagère, ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, ça va, vous allez le refaire? Oui. Quand? Ça fait je sais pas quand. Mais... Oui. Demain, on a dit. Non, c'est parce que par rapport à ce qu'on a dit. Non, parce que si c'est une logique. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pour ça. Si c'est juste un buzz, à ce moment-là, c'est juste le buzz. Comme il n'y en a pas, le refaire. C'est pas juste un buzz, je vais le refaire plusieurs fois. Et si ça fait le buzz à chaque fois, c'est pas ma faute. Donc vous allez le refaire, vous êtes content. Non, mais il n'y a que Jean-Mi qui y croit. Personne ne croit. Elle va partir placer ses produits partout en France et en Europe et le petit va crever. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Toutatis. Oui, 18% des gens sont choqués. Tu vois, Verdez, t'es encore du mauvais côté. Qu'est-ce que vous répondez? On a dit que la Terre était ronde, il y avait 99% des gens qui étaient choqués sur Terre. Voilà, pas de ma faute. Excuse-moi, t'as d'autres arguments? Non, merci. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire en mot de la fin, Toutatis? Vive la vie, allez. Je suis contente pour ma nièce. Voilà, vive la vie, bravo. Voilà, comment elle s'appelle? Léana. Mais tout le monde s'appelle Léana? Mais non, mais elle l'a déjà dit tout à l'heure. Non, mais je croyais que c'était votre sœur. Ah non, ma sœur, c'est Maëva. Parce que je croyais que tout le monde s'appelait je pensais que sa sœur s'appelait Léana aussi. Je dis, en fait, vous appelez Léana en vrai aussi? Moi? Non, Jessie. Jessie, d'accord. On embrasse en tout cas votre sœur et Léana. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et bon, c'est rien de grave, hein. Non, c'est rien de grave. Voilà. Vous savez pas si j'ai du lait ou pas, hein. En vrai, alors moi, je ne veux pas le savoir. Personnellement, voilà, moi, je ne veux pas le savoir. Oui, moi, je ne veux pas le savoir. C'est pour ça que j'ai posé la question en premier. Je ne veux pas le savoir. C'était une très belle question. Avez-vous du lait? On vous la reposera certainement très couramment. Merci. Donc voilà, merci en tout cas. Voilà. Et je rappelle que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est important. Merci. Merci d'avoir été là. Merci.
sujet de conversation préféré de 69% des Français sont les potins entre collègues. Ah ouais. Et ça, c'est vrai. Et j'en profite, je pense que chacun va raconter un potin sur une personne autour de la table. Donc je vous laisse Moi, je me le casse. temps du récap pour raconter un petit potin. Et si vous ne le faites pas, attention, je le ferai moi-même. Donc je vous le dis, ça va être chaud. C'est parti. Que ce soit à la cantine, en pause devant le bureau ou encore à la machine à café, les salariés adorent discuter entre eux. Dis-moi, t'as l'air en forme toi ce matin, je me trompe? Et une étude réalisée auprès de plus de 900 personnes que vient de publier l'Institut IFOP permet d'en savoir plus sur les discussions des employés. Si la religion, les relations amoureuses ou encore le salaire figurent parmi les sujets tabous, combien est-ce que vous gagnez par mois? Je sais pas si j'ai envie de le dire en fait. 66% des salariés sondés affirment aimer se plaindre de leur patron et de l'entreprise. Mais 69% d'entre eux, soit la majorité, déclarent que leur sujet de conversation préféré sont les petits potins entre collègues. Qui a un potin? Moi. Ah ouais, quand même. Ah putain, la vache. J'ai pas eu besoin d'aller le chercher très loin, il remontait hier soir. Raymond sort ton émission. Tu vois ce que je veux dire? Bah, très gentiment convié une partouze en Ile-de-France. Sortez tous, s'il vous plaît. Sortez tous, mais il est complètement taré. Sortez, s'il vous plaît, c'est pas de votre âge. Sortez. Non, mais tu gênes tout le monde. À Saint-Maur, reste, Alex. À Saint-Maur, des fossés. Mais t'es un taré. À Saint-Maur. Bah, demandez-lui si c'est vrai ou pas. Mais tais-toi, demande pas de savoir si c'est vrai. On n'invente pas ce genre de truc. Mais tu sais qu'on est à la télé, là, on est en direct. Les gens nous regardent, mais t'es un malade. On est le premier talk de France. Ah merde. Ah, ouais, oui. t'es con comme une salade. C'était un Monopoly. Non, mais c'est vrai. Ils vont re-rentrer, tu vas la refaire. Ah, d'accord. Ok, allez, re-rentrez. 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 Oh. Demandez-lui, chef, demandez-lui. La vérité. Allez, non, mais mets-toi là, toi. Mets-toi là. Alors, mets-toi. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Attention, on rigole, mais faut pas inventer non plus. On peut pas faire des vannes parce que tu sais que les gens nous regardent là. C'est télévisé. Alors, ton hein. potin. Ton potin. Un vrai, hein. Un vrai. Moi, je repars, hein. Un vrai. Allez, je travaille demain, je repars. Hein. Non, pas de souci. Allez, vas-y, un vrai. Un vrai. Un vrai. Hier soir. Mais j'allais préciser la ville au moins. C'est à Saint-Maur. Ah oui. On pleure, putain, mais t'es con. Mais quoi, sa femme regarde l'émission. Je savais pas. Je savais pas. Ah oui. Ah oui. Je sais. Mais c'est vrai. Qu'il me contredise les yeux dans les yeux. Dis-moi ce que tu veux dire. Les yeux dans les yeux. Non, dis une vérité. Bon, les mecs, ce que je propose. Attendez, on fait le tour des potins et on reviendra là-dessus. On fait le tour, c'est très grave ça. On fait le tour, on verra. Qui a un autre potin? Vous avez un potin. Ça va être fade. Alors, Jacques Cardoz nous a dit qu'il travaillait et qu'il n'avait pas eu le temps de regarder le film. Et je sais de sources sûres que c'est faux, puisque cet après-midi, je suis allée voir Annabelle de Villedieu, qui est voyante, qu'on avait vue sur le plateau. Et il se trouve qu'il était là juste avant moi. Non. Oh là 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 là. Pas mal. Grosse preuve, mais je préfère celui-là au premier. Oui, forcément, il a moins Et d'impact. alors, vous nous direz dans un instant ce qu'elle vous a dit, un petit peu, Annabelle de Villedieu. Qui a un potin? Oui. Je vais balancer une bombe. On en a déjà eu une. Là, c'est bon, vas-y, mollo. On a encore toute l'année à faire. Les mecs, donnez pas tout de suite. Non, mais c'est vrai. Ça va, on est le 16 novembre, on a jusqu'en juin. Je ne dévoilerai pas mes sources. Ouais. Le 13 avril 2017, lorsqu'il était à France 2, Jacques Cardoz a ken Daniel Moreau. Oh, comment ça, tu le sais? T'es lourd. Mais t'es lourd, arrête un peu. Comment tu le sais? Mais est-ce que vous êtes lourd? Non, nul. Vérité. Nul, on voit bien que c'est impossible. Alors oui, non, t'es lourd. Alors oui, c'est impossible. Un vrai potin. Qui en a un? Non. Qui a levé la main tout à l'heure? Moi, j'ai levé la main, j'ai non pas un potin, mais un petit tacle à Jacques Cardoz, au nom de tous mes collègues. Alors maintenant... Juste avant qu'on continue, tu sors de la piscine, là au niveau peu coup, frère. Dis-moi, t'étais en papillon et encore 10 minutes ou quoi? On dirait la peu coup que t'as quand tu sors de la piscine à l'école. Non mais, et donc, ouais. J'ai des petites tentatives capillaires. Non, c'est vrai que Cardoz devient insupportable, il travaille de moins en moins, et maintenant, il exige des mototaxis pour se déplacer. Sinon, il ne vient plus.
Eh ben écoute, il viendra plus. Des motos-taxis, je n'y crois pas un instant, Jacques. C'est un menteur. Et mes sources. C'est un menteur, Géraldine. Bon, je veux bien. Ah. Vous êtes prêts? Non mais... Non mais je dois dire les choses. Non mais moi de toute façon... Pour rétablir la vérité. Sur moi, il n'y a rien. Donc hier soir, je suis montée après l'émission. Effectivement, j'ai vu une conversation très animée entre Jean-Michel Maire et Raymond. Allez. Ça m'a merdé là. Faites chier. Normalement, je suis discrète. Donc, Jean-Mi, on va revenir à toi. Est-ce que tu as un potin? Oui, alors ça s'est passé hier soir, juste après l'émission. En loge démaquillage. C'était avant ou après l'émission? C'était juste après l'émission. Arrêtez vos conneries. Après l'émission, Les gens vont croire là. Ah mais ils auraient C'était raison. après l'émission. Alors vas-y, c'était après l'émission, oui. C'était juste après l'émission et Raymond très gentiment m'a entrepris. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Je lui ai dit j'ai déjà quelque chose, etc. Il me dit c'est dommage parce que je suis convié à Saint-Maur-des-Fossés. N'importe quoi. Il est fou. Le mec il donne même des villes. À une partouze. Le mot sort de sa bouche. À une partouze, il y aura. Et n'importe quoi. Mais arrête tes conneries. Les gens vont croire. Tu balances des villes. Mais arrête tes conneries. Et des villes, oui, excuse-moi. La ville, c'est pas le plus grave. Parce que lui, il s'arrête à la ville. Non mais il va l'engueuler, le lui. T'es con quoi? C'était à la Varenne. Non mais oh. C'était un succès en vrille, merde. T'es con. Non mais sérieux, non. Et il m'a dit on sera 16, dont lui. Et je suis rentré dormir hier. Il est taré. On sera 16. On sera 16. Vous me dégoûtez. On sera 16. Pourquoi on sera 16? Qu'il faut amener un gâteau dans ces cas-là? Je comprends pas en fait. T'arrives d'abord, tu vas chez... Tu passes à la boulangerie. Je voudrais une galette des rois pour 16. Il y a une cagnotte. C'est pour offrir. Hein, merci. Non mais c'est un truc de fou. Et là franchement, bravo Jean-Mi, mais... Bravo de quoi? Non, pas bravo. Bravo de quoi? Il est fort. Tu portes plainte pour diffamation? Alors, sur Jean-Mi? Ouais. C'est un ami, je vais pas porter plainte. S'il faut, je porterai plainte. Je précise que tout à l'heure, dès que je l'ai croisé, je lui ai demandé s'il était allé, il m'a dit oui et je suis explosé. Il m'a dit qu'il était là, il m'a dit je suis crevé. Regarde, il m'a dit ça ou pas? Les gens, j'applaudis, normal. Comme s'il racontait que j'avais été chercher du pain. Mais jure que c'est faux. Mais moi, je jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. Jure, ça y est. Bah oui, Les enfants, hein. Faut laisser les enfants, il faut les mettre en dehors de ça quand même. Non, là, je peux te parler 2 petites minutes? Il devient fou. En tant que responsable de l'émission. Bien sûr, bien sûr. Écoute, on t'a relaissé ta chance. Tu étais parti longtemps de cette émission. Ça fait 1 an que tu étais parti. Là, tu reviens, c'est bien gentil. Tu retrouves tes marques. Mais ne va pas trop vite, trop haut. Hein? Tu vois ou pas? Je peux la refaire alors. Refais-la. Refais-la. C'était hier soir après l'émission. Raymond m'a entrepris. Il m'a convié à une partouze à Saint-Maur-les-Fossés en disant on sera 16, avec toi on sera 17. C'est vrai ou pas? Mais non, arrête de dire des conneries. Non mais il est fou, il est fort dans sa vanne, il est malade celui-là. Raymond, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais c'est pas vrai, je vais aller en partouze après l'émission. Bah quoi? Pourquoi? Je vais t'emmener toi en plus. Tu me l'as proposé, j'ai dit non. Mais non. Bah, écoutez, désamorcez ce bordel là. Désamorce-moi ce bordel parce que les gens, tu veux qu'on fasse un débat, on y croit ou on y croit? Alors allez chérie, on va faire un tour de table, j'y crois. Demain à 20h45. Allez vous faire oui, parce que je sais qu'il ment pas. Quoi? Il ment jamais, Jean-Mi. Merci Alexandre. Merci Gilles. Vous n'y croyez pas, Jacques Carnot? Non, j'y crois pas. Mais non. On vous donnera la réponse là tout de suite. On va donner la réponse, la vraie réponse. Moi, j'y crois. Vous y croyez? Gilles? Non, Raymond, il bossait très tôt ce matin. Il m'a dit qu'il avait livré très tôt. Vous êtes fou. Daniel? Moi, j'y crois parce qu'il m'a dit qu'il m'invitait à une soirée hier soir et qu'il serait 16. Le chiffre est resté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Une soirée. Est-ce qu'il t'a dit avec toi on sera 18? Il m'a dit on sera 16. Lui c'est le 17, toi c'est le 18. Non mais c'est fou. Il y a un pote à moi là qui me dit moi j'habite à Sucy, j'aurais dû arriver. Guillaume, calme-toi, je connais ta meuf. Calme-toi mon Guigui, calme-toi. N'y croyez pas? Donc je n'y crois pas parce que hier j'ai assisté à cette conversation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle était très animée. Et évidemment, Jean-Michel Maire exagère. C'était pas 16, c'était 14 qui t'a dit. J'ai peut-être mal entendu, j'avoue. Peut-être. Non, mais vous êtes insupportable. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense après.
Moi, j'y crois, j'étais le 19e. Tu veux pas te calmer, toi? Ah là là là. Tu veux pas te calmer? Non. Ça t'intéresse pas? Ouais, qu'est-ce qu'il dit le 20e alors? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai une chance. J'ai une chance, comme je suis le chef, ils ne me mettent jamais dans leur galère. Bah oui. Voilà, je les vois, ils discutent en loge à côté. Hein, mais moi, je vais vous dire, j'ai eu Raymond. Alors tout à l'heure, et je lui ai demandé ce qu'il avait fait hier soir. Alors Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Il m'a dit, non, hier soir, je suis rentré, j'ai dormi, j'étais explosé. On était au téléphone en plus. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Hier soir. On peut T'as mué là quand tu parles. On dirait une garde à vue. Non, mais Jean-Mi, s'il te plaît. Désamorce si c'est pas vrai parce que ça va lui faire des problèmes. Ouais. Bah, me demandez pas de désamorcer alors. Laisse-le. Dites la vérité. Non, laisse-le. Est-ce que c'est vrai ou pas? Laisse-le. Il leur tourne. Moi, j'ai que ça à faire, je m'en fous. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'était juste après l'émission. Dans la loge des maquillages. Raymond m'a entrepris, m'a convié gentiment. Non, à boire un verre, voilà. Alors, attends. Bravo, Jean-Mi. Bravo, Jean-Mi. Enfin. Alexandre. Ouais, tu sais que c'est extraordinaire parce que j'ai fait un film là-dessus. Il s'appelle Tu peux garder un secret. C'était sur la rumeur dans l'entreprise. Ah bah tu vois, bah voilà. Et, une fille qui dit à ses copines, alors t'es toute seule, elle en a marre d'être toute seule, elle dit non, j'ai un mec, c'est mon patron, c'était Pierre Arditi. Et à partir de là, ah ouais, c'est ça et tout. J'ai eu très peur quand tu m'as dit j'ai fait un film sur ça, je croyais que c'était. Oui, sur l'autre. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je me suis dit, non, c'est. Alors. Voilà, il m'a dit. Franchement, là, honnêtement, je veux pas être salaud. Voilà, il m'a dit, viens, on boit un verre. C'était à Saint-Maur, effectivement. Voilà, il m'a dit, on sera une quinzaine, tout nus. Ça va être très sympa. Alors, justement. Le 27 juin 2023, mon fils unique, Naël, a été tué par un policier. Depuis 4 mois et demi, il était en détention provisoire. Après 4 demandes de remise en liberté, il est finalement relâché. Une véritable injustice. Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur? Quel message est envoyé? Un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils. Ce que je voudrais lui dire, c'est qu'elle sous-entend que la police est raciste. Elle sous-entend que la vie d'un enfant noir ou d'un enfant arabe, selon la police, aurait moins de valeur. C'est ce qu'elle dit dans son texte. Moi, ça me choque. Non. Bah si. Ça me choque pas. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que les faits ne le montrent pas. Ce qui s'est passé est très malheureux. Je comprends sa douleur, mais pardon, mais il y a un moment donné où... qu'elle appelle à un rassemblement, qu'elle parle de quelque chose de choquant à propos de la cagnotte, mais il y a deux cagnottes qui ont été lancées au même moment. Ça, qu'est-ce que tu veux, la population, je veux dire. C'est le sujet. Mais oui, mais voilà. C'est un autre sujet. Mais la justice est passée. Non. La justice est passée, les décisions sont passées. Daniel qui veut réagir. C'est très difficile évidemment d'être contre ce message parce qu'il est émouvant. En revanche, c'est totalement irresponsable parce que quand elle dit une phrase comme ça, vous avez vu les émeutes, ça va rallumer le feu et c'est totalement irresponsable. On va avoir à nouveau des émeutes juste avec cette phrase-là. Et vous voyez bien que cette femme, la pauvre, sa douleur, elle est incommensurable et vraiment il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais elle lit un texte et elle est instrumentalisée. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Daniel? Excusez-moi. T'as aucune empathie. T'as aucune empathie. On va pas se voiler. Attends, elle a le droit de lire un texte, elle a le droit d'avoir prévu un texte. Attends, l'empathie. Aucune empathie, Daniel. Pas tous en même temps, Daniel. Non, c'est abusé. Daniel. Mais ça, on va pas. Évidemment, tout le monde a de l'empathie. Non, tout le monde n'a pas d'empathie. Je suis désolée, ça, c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est que Assa Traoré était très présente à la manifestation qui a déclenché les émeutes. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui a un combat. Qui a un combat contre la police, les bavures policières. Donc je suis désolée, il ne faut pas se voiler la face. On se sert de la douleur de cette mère
pour à nouveau rallumer le feu, parce que c'est le combat de certaines personnes. Excuse-moi, il faut le dire, c'est le combat de certaines personnes. Le chaos, la LFI il va rentrer là-dedans. Peut-être. J'ai vu les seuls trucs que j'ai vus là-dessus, c'est des messages de LFI. Donc je suis désolée, faut pas. Voilà, maintenant, ça ne remet pas en cause la douleur de cette mère, mais on s'en sert et c'est dégueulasse. Non, déjà, tu dis qu'elle lit un texte. Moi, je suis désolée, cette mère-là, elle vient de perdre son enfant. Elle vient d'apprendre que l'auteur des faits a été relâché. Forcément, elle est en train de lire un texte. Je pense que n'importe qui pourrait pas être spontané et dire les choses de lui-même. Je pense que ça, on ne peut pas lui reprocher. Ensuite, moi, je ne comprends pas parce que quand je relis la phrase qu'elle a dit, un policier tue un enfant arabe ou noir. Oui, c'est un fait. Ensuite, il devient millionnaire. Oui, c'est un fait. Il sort de prison. Oui, c'est un fait. Et j'ai pas fini, si tu peux me laisser terminer. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils. Oui, c'est un fait. En fait, on ne peut pas lui reprocher cette phrase, c'est un fait. C'est la réalité. Évidemment. Mais je suis désolée. Jean-Michel. Ou alors, tu as des œillères où tu fais semblant de ne pas voir. Quand elle dit ça, c'est sous-entendu, évidemment, comme elle dit Jacques, que s'il avait été blanc, l'issue n'aurait pas été la même. Il lit entre les lignes. Oui, mais la vérité, c'est qu'au final, vous pouvez rien dire, c'est vrai. Elle aurait pu dire quand la police tue un enfant. Elle dit qu'un enfant noir ou arabe, c'est qu'elle sous-entend que la police... Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Moi, je trouve qu'elle a un avocat. Elle a un avocat qui est très, très compétent. Il aurait pu lui dire, quand même, lui expliquer que c'était ce qui s'était passé tout à fait légal et dans la juste norme de ce qui se passe dans ce genre d'affaires. Il a même été plus longtemps en prison que si quelqu'un avait fait la même chose. Il a fait plus de préventif que quelqu'un d'autre. Parce que justement, on a voulu calmer les émeutiers et calmer la population en l'envoyant un message fort, en le mettant derrière les barreaux plus longtemps qu'il n'aurait dû. T'imagines en tant que parent, tu te dis que le meurtrier de ton fils devient millionnaire. Après, tout le monde sous-entend que j'ai lu ça sur les réseaux, le tueur de Naël, 4 mois de prison et il est tranquille. Non, c'est 4 mois de préventif. Il va y avoir un procès, ça se trouve, il va prendre 5 ans ou 6 ans, on ne sait pas. Mais c'est toi qui as des œillères, Jean-Michel. Ah bon? C'est toi qui as des œillères, parce que moi, je suis convaincu que si dans cette voiture, c'était un petit blondinet, on aurait réfléchi. Je suis désolé. On aurait réfléchi à 2 fois avant d'appuyer sur la gâchette. Tu vois une tête blonde, ce que tu dis, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Je suis désolé, je pense. J'ai pas le droit de le penser parce qu'il est j'ai pas le droit de le penser. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas un scandale. Je dis pas que tous les policiers. Laisse parler, Hugo. Mais oui, mais j'ai pas parlé. T'as déjà fait une. C'est précisément ce que je disais. Mon pote répond sur ta phrase. Tu tombes pile poil dans le piège. Tu tombes pile poil dans le piège qu'on vient de décrire avec Daniel tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de tenir ce discours en partant du présupposé que parce que ce serait un enfant noir ou arabe, la police aurait tiré ou aurait un comportement qui serait différent par rapport à un blond, c'est insupportable. Je vais te dire pourquoi. Mais ils ont une IGPN, ils sont contrôlés, les flics. Il n'y a pas un fait de racisme dans la police qui soit prouvé aussi, de façon aussi évidente qu'aux États-Unis. Il y a eu des événements, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent être racistes, mais je veux dire, là, tu sous-entendrais... Oui, non, mais là, tu sous-entendrais... Moi, je ne suis pas en train de dire, en disant ça... Non, mais en disant ça, Jacques, mais il y a un moment, il faut arrêter de toujours stigmatiser et mettre tout le monde dans le même panier. Je ne suis pas en train de dire que... Non, mais écoutez, si je peux dire... Je vais te dire, ça, c'est pas un bon discours en ce moment. Non, mais je suis désolé, je dis ce que je pense pas simplement. Moi, je pense que dans la police, en effet, il y a une branche qui est sûrement minime, mais qui existe. Une branche, oui, peut-être des. Désolé, le contrôle au faciès, ça existe. J'ai regardé récemment. Il y a très peu de cas. On peut pas parler. Hugo, je termine juste. Il y a très peu de cas. Non, mais dis pas des branches. Je te laisse parler. Il n'y a pas une branche, il y a des cas, il y a eu des faits. C'est une organisation institutionnelle. Mais là, tu caricatures ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de te dire que c'est un milieu dans lequel, en effet, le contrôle mais il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses partout. Mais vous n'oubliez pas, vous en savez rien. Les racistes, il y en a dans tous les milieux. Il y en a dans la police comme il y en a chez les. Oui, mais dans la police, c'est un vrai sujet. Et il y en a aussi dans toutes les. La police a une arme. Et il y en a partout. Il y a aussi des racistes chez les Africains, chez les Asiatiques qui sont racistes. Mais bien sûr que oui. Oui, mais les policiers ont une arme. Les policiers ont une arme, ils ont un devoir d'exemplarité. C'est terrible ce que la police, c'est un métier particulier où c'est impossible d'avoir. On le sait, mais ça a moins d'impact d'avoir un boulanger raciste et un policier raciste. Il y a des. Moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Je connais bien la banlieue. J'ai fait toutes mes études là-bas et après, je suis partie à Paris. J'ai vu, moi, mes potes, blacks et rebeux, qui étaient victimes de délits de sale gueule pendant les arrestations.
Voilà, donc après, je parle pas de cette affaire-là et je dis pas que ça a été un blondinet, machin, je vais pas citer. Quel rapport Il y a aussi des blancs qui sont tabassés parce qu'ils sont blancs ou sur banlieue, c'est pareil. D'accord, mais tu ne peux pas le nier non plus. Mais c'est pas nier, j'ai dit qu'il y en avait de tous les côtés les racistes. Et je pense qu'ils sont tous sur la police. Mais j'ai pas que ça m'énerve ce que tu dis. Laisse-la finir, laisse Sophie. Et je pense que cette femme-là, lorsque il lui arrive ça, voilà, elle perd son enfant qui a 17 ans. Après, évidemment, je suis pas du tout d'accord pour dire que c'était un petit ange, loin de là. Voilà, bon, il a fait ce qu'il a fait, bien sûr. Mais je comprends effectivement sa douleur et je peux comprendre qu'elle se pose cette question. Voilà, tout simplement. Géraldine. On peut se poser la question. Bah en fait, ouais, c'est un dialogue de sourds, en fait. Du coup, moi, je suis quand même assez choquée par ce que tu as dit, Hugo, malgré tout, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de système... de système un peu genre parallèle dans la police, un peu raciste, avec des filles qui se lèvent en gros pour aller tuer des Noirs ou des Arabes. Mais pas du tout. Non, mais laissez-la finir. Laissez-la finir. Alors, moi, je pense que oui, il doit y avoir des délits de faciès, absolument, comme la discrimination à l'embauche, comme avec des noms qui ont des consonances plus ou moins, on va dire arabes et tout ça, oui, qui trouvent pas d'emploi. Et ça, évidemment, il faut le condamner et c'est très grave. Mais en disant ça, moi, je ne dis pas que les policiers se lèvent le matin en étant racistes, en disant je vais aller buter des Noirs et des Arabes. Si, t'as dit, je suis persuadé que s'il avait été blond, il n'aurait pas été On réfléchit à deux fois. C'est encore pire. Je pense qu'on réfléchit à deux fois quand le mec en face, il est blond, qu'il n'a pas un de racaille, qu'il n'est pas en survette et qu'il n'a pas une tête de rebeu. Seulement, côté policier, tu as une arme et c'est très important. Tu te souviens des faits ? Tu te souviens du déroulé des faits ? Alors, vas-y. Non, mais tu te souviens, il y a eu quelques mètres plus loin, juste avant, il a été... On ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bien, c'est ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu sous-entends que ce serait une action d'un policier et qu'il est dérapé parce qu'il a vu que ce serait un Noir ou un Arabe et pas un blondinet. C'est ce que tu viens de dire. On est d'accord. Caricature, mais... C'est un peu ce que tu as dit quand même. Sauf que là, j'ai dit que s'il était blond, on se pose la question. Sauf que on va pas refaire le détail. Je suis persuadé. Non, mais on va pas refaire le détail. Mais on sait que dans le déroulé des faits, il a eu plusieurs sommations avant. Il aurait pu s'arrêter. Je suis pas en train de te dire que c'est un petit ange. Moi, je dis pas que c'est un petit ange. Sophie, elle a tout résumé. Sophie, c'est exactement ça ce que tu as dit. C'est pas parce qu'on met en avant le fait que potentiellement, dans un métier qui est très important dans notre société et où il y a un port d'armes, où il y a une responsabilité de protection des civils, c'est un métier qui est très important. Et ben, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un problème potentiel dans une partie de cette population que ça veut dire qu'on dit que tous les flics, c'est des raceaux. C'est bon, j'arrive à voir Géraldine et Gilles. Hugo, c'est que quand on reçoit ici, par exemple, des policiers ou des syndicats policiers qui sont arabes ou qui sont noirs, eh ben, tous me disent qu'ils reçoivent des milliards d'insultes en disant vous êtes des collabeurs, vous êtes des arabes de service. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que eux, ils disent exactement comme nous, comme Jean-Michel, comme Jacques et comme moi. Tu vois, ils disent pas comme vous. Ils disent que, par exemple, la police n'est pas raciste. Et eux, on les traite de racistes parce qu'ils sont dans la police. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des racistes partout, Géraldine. Gilles, mais ça veut dire que la police... qu'on n'a pas entendu, s'il vous plaît. Moi, ce qui me gêne dans ce qu'a dit Hugo, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, d'un racisme systémique. Non, il n'a pas dit ça. Laissez-le finir. Il n'a encore rien dit. Laissez parler Gilles, je ne peux même plus dire une phrase. Merci, vas-y, mon Gilles. C'est-à-dire que là, il a quand même dit que, effectivement, on lui a tiré dessus parce qu'il était noir ou arabe. Et s'il était blondinet, on ne lui aurait pas tiré dessus. Ça, c'est choquant. Là, Hugo, moi, je m'insurge contre ça. Parce que je dis que c'est plus facile, j'ai pas dit qu'il y ait, non mais laissez-moi finir, qu'il y ait dans la police des dérapages, évidemment. On en parle souvent ici, bien entendu, mais qu'il y ait une organisation dans la police raciste, structurée, visant à tirer... Est-ce que j'ai dit organisation structurée, qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé. Arrêtez, non, c'est pas bien. Vous me faites dire des choses que j'ai pas dit. Vous avez dit ça. C'est pas juste. Regarde le replay. Je vais vous dire ce que vous avez dit. J'ai dit qu'il y avait une organisation. Vous avez dit que les policiers... J'ai dit qu'il y avait une organisation structurée. Qu'il y avait une branche. Vous avez dit une branche. Vous avez dit, Hugo. Une branche, ça veut dire une partie d'une population. Voilà. Arrêtez de... Vous avez dit... C'est mal exprimé. Voilà. D'accord, très bien. Mais arrêtez. Ils le disent. Non, mais vous avez dit... C'est une branche. C'est un arbre, il y a une branche. Non, mais ok. Là, vous revenez sur vos propos. Non, je reviens pas sur mes propos. Et c'est bien. Non, je reviens pas. Il n'y a pas une volonté dans la police délibérée de tuer des Noirs et des Arabes. Si on dit ça, c'est la révolution en France. C'est impossible de dire ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et je terminerai en disant... C'est impossible, mais c'est faux. Mais non, c'est pas faux. Sophie l'a dit. Quand tu vis... Non, mais quand tu vis en banlieue, tu te rends bien compte que quand tu as un look
particulier. Quand tu as un style particulier, tout se dirige vers toi. Oui, c'est pas juste. C'est pas toujours. Raymond, 2 secondes, un petit mot. Non, mais Hugo, il y aurait des morts tous les jours si la police s'amusait à tuer tous sur les Arabes et les Noirs toute la journée. Mais si, il y aurait des morts tous les jours. Tu peux pas dire que la police tue systématiquement des Noirs et des Arabes. Non, mais je joue pas sur la sémantique des mots. Moi, je sais pas parler. C'est juste, t'as dit, voilà, s'il était blond, il serait parti. Moi, je lis autour de ça, je me dis que tu penses que la police tue quand il voit un Noir, un Arabe, et pas quand c'est un blanc. Je dis que le système met toujours la lumière sur le même profil de personnes et que ça peut être dangereux pour ces personnes. On va se retrouver dans un instant, les chéris, pour la suite de l'émission. Il y a Myriam Palomba, Race.